Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que vous avez une économie du libre-échange qui s'est mise en place, qui a certes des impacts positifs, mais qui a aussi un impact négatif très clair, c'est la montée de la mise en concurrence de toutes les forces de travail de la planète, et donc une pression permanente du dumping social partout. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un programme de politique économique qui se déploie, que moi j'appelle le programme économique de la mondialisation malheureuse, qui consiste à baisser les droits sociaux, baisser les protections sociales, baisser les régulations par l'État, baisser la voilure du service public, etc., etc. Et donc, la conséquence mécanique de ça, c'est la montée massive de ce que le sociologue Guy Standing appelle le précariat. Le précariat, c'est quand vous faites partie des gens qui sont en situation socio-économique de précarité permanente et qui donc, dans les pays où il y a des élections, eh bien, se mettent à voter contre le système. C'est pour ça qu'il y a des votes anti-système qui montent en flèche dans la quasi-totalité des pays riches. Une erreur d'analyse très courante, c'est de considérer qu'il n'y aurait qu'un seul antisystème qui serait la montée du vote xénophobe. Donc Donald Trump aux États-Unis, UKIP au Royaume-Uni, Aube Dorée en Grèce ou Marine Le Pen en France, etc., etc. C'est une erreur parce qu'il n'y a pas un antisystème, il y en a deux. Il y a l'antisystème xénophobe, j'en ai cité quelques exemples, et il y a l'antisystème de gauche, avec des gens comme Jeremy Corbyn, qui est clairement sur une position de gauche pour une autre forme de mondialisation. Il y a Bernie Sanders aux États-Unis, il y a Jean-Luc Mélenchon en France, il y a Podemos, Syriza, etc. Et donc ces deux formes de vote antisystème sont en train de monter. Ce sont deux formes de contestation et de proposition d'une alternative. L'alternative xénophobe ou l'alternative de gauche qui propose une autre forme de mondialisation, plus solidaire, plus écologique, etc. Donc, dans ce contexte-là, il y a quand même une variable, c'est que dans les pays où il y a eu une expérience récente d'un régime d'extrême droite, eh bien, il n'y a que l'antisystème de gauche qui monte, donc, ou quasiment. Donc, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, c'est le cas de la Grèce, etc. Dans les pays où il y a une expérience récente d'un régime dur ou totalitaire d'extrême gauche, là, par contre, il n'y a que l'antisystème xénophobe qui monte. Je pense par exemple à Viktor Orban en Hongrie. Et dans les pays qui n'ont pas d'expérience récente de l'un ou l'autre, eh bien, les deux antisystèmes montent. C'est le cas de la France, avec Le Pen d'un côté, Mélenchon de l'autre, mais on peut faire la même remarque que pour les États-Unis. Il y a une erreur stratégique fondamentale qui a été faite par le projet européen, qui a été de mettre une politique économique précise, obligatoire, dans les traités. Ce qui fait que si vous êtes en désaccord avec cette politique économique, qui se trouve être le programme économique de la mondialisation malheureuse, eh bien vous devenez anti-européen par voie de conséquence. Ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est que l'Union européenne, dès que possible, enlève la politique économique obligatoire des traités et décide que, au Parlement, chaque année, Parlement européen ou Parlement de la zone euro, ou les deux, chaque année, la politique économique est débattue et votée, et elle peut changer d'une année sur l'autre, pour sortir du coup du « si je ne suis pas d'accord avec cette politique économique, je dois être contre l'Europe par voie de conséquence ». Donc c'est la première chose à faire pour réconcilier l'Europe avec les peuples qui la composent. D'autre part, il est urgent que l'Europe renoue avec un grand projet porteur, un grand idéal qui puisse trouver l'assentiment et le soutien du plus grand nombre et qui puisse de préférence créer un maximum d'emplois non délocalisables. Alors, moi ce que je propose, c'est une politique européenne massive, colossale, de transition écologique. C'est-à-dire zéro déchet, c'est-à-dire énergie et transport propre, c'est-à-dire fin de la souffrance animale et de la malbouffe, c'est-à-dire sortie du pétrole, c'est-à-dire chute des rejets de CO2, parce qu'en réalité, c'est l'urgence absolue, actuelle, objectivement. On peut débattre sur tout le reste, mais si on ne fait pas une politique de transition écologique massive, en fait, c'est l'espèce humaine qui est en danger de disparition en rendant l'écosystème inhabitable progressivement pour l'être humain. Donc il est absolument urgent de mener cette politique, et il se trouve que comme c'est en pratique une relance keynésienne gigantesque, eh bien ça veut dire que vous avez tous les effets d'une relance keynésienne, la relance de l'investissement, la relance de la consommation, les grands travaux, la chute de la dépendance énergétique des ménages, qui est le principal poste actuel de chute du pouvoir d'achat des ménages. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous aurez à la fois le plein emploi, l'amélioration du pouvoir d'achat et un grand idéal avec lequel tout le monde peut être d'accord. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire.